sur la façon de relationner avec le fait identitaire qui est tout à fait spécifique à l'extrême droite et donc en fait à des formes de fascisme, alors que le terroir à la base, paradoxalement, a une conception de l'identité qui est contraire à celle de l'extrême droite puisque le terroir est fondé sur le droit du sol. Et camarguais, celui qui vit, cultive et relationne en Camargue, n'est pas camarguais, celui qui serait de race camarguaise, du moins pour les êtres humains. Parce que pour les animaux, on voit bien, quand on le dit, la race charolaise, c'est différent. Mais justement, il y a cette distinction fondamentale. On ne peut pas se prétendre d'un terroir si on n'y a pas, ne serait-ce qu'une partie de sa vie labourée, et y était labouré. Il y a une histoire de transformation personnelle aussi d'avoir été façonné par un espace. Si je reprends du coup la deuxième partie de ta question, qui était sur le processus révolutionnaire et la volonté d'effacer ces identités-là, les identités locales, les particularismes locaux, il y a un courant du jacobinisme, et qui est en fait assez minoritaire en 89, qui tente d'effacer complètement les appartenances en remplaçant toute la terminologie de dénomination de l'espace par une nouvelle terminologie révolutionnaire. Et même a été posée la question de changer les noms à l'époque des 41 communes. 41 000 communes, parce qu'on parle souvent des 36 000, mais la Révolution, c'est 41 000. Donc les communes n'ont pas été changées. Vous avez des communes qui s'appellent encore Saint-Médard en Jalles, à côté de Bordeaux, et des milliers d'autres en France qui portent des noms de saints ou de lieux. Et souvent, quand il y a le « en », Clermont en Argonne, Varennes en Argonne, on garde justement le nom de ce terroir. Mais les départements, la Chambre est parvenue, exception faite de quelques résistances, comme les Ardennes, comme l'Aveyron, la Chambre est parvenue justement à proposer une dénomination qui est très fonctionnelle, c'est-à-dire qui permet à Paris de reconnaître en fait le rôle de ce morceau de France dans la nation. Les Hautes-Alpes, les Basses-Alpes, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, par rapport à une rivière, par rapport à une montagne, et d'effacer en fait l'identité qui précédait, de peur que ça fractionne en fait le projet révolutionnaire. Ok, et du coup, enfin, ce que je trouve que tu montres très bien, c'est que on peut notamment relier à ça une émergence progressive, très progressive finalement, d'une espèce de début de défiance envers la gauche, le Ah oui, projet alors en miroir, tout révolutionnaire. à fait. Tout à fait. Alors, je voudrais montrer, si on arrive à la montrer, il y a une carte que j'ai retrouvée dans les archives de la Chambre sur le premier projet de construction des départements, Ouais. qui est une carte C'est en une vieille carré. carte, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais Sinon, vous la trouverez facilement sur Internet. Je vais vous donner la référence. Mais c'était le premier projet qui n'a pas été approuvé de faire des départements un peu à l'américaine, de taille équivalente, pour rationaliser en fait l'usage du territoire et donc de tracer des traits sur la carte au mépris de la réalité du terrain. Puisque le terroir, c'est un peu ce qu'il impose. C'est qu'il impose une observation de la pratique du terrain par des humains. Et c'est cette relation particulière qui crée forcément un découpage qui ne peut pas être quadrillé et parfaitement arithmétique. Et pardon, du coup, j'ai oublié... je disais que du coup, cette toponymisation révolutionnaire, elle a pu peut-être créer Ah oui, la méfiance. des défiances, voilà. Alors, c'est notamment chez les Bretons que c'est le plus prononcé, où on le voit beaucoup, notamment dans l'ouvrage de Piketty et Cagé, Histoire du conflit politique, où les Bretons se sont beaucoup engagés en amont de la Révolution, avec les cahiers de doléances et les assemblées locales, dans un projet révolutionnaire complet, notamment, qui passait par le partage des biens de la noblesse, donc le partage des terres, et le début d'un revenu minimum. Or, ces deux grandes revendications n'ont même pas été débattues à la Chambre, et les Bretons ont vécu une très grande désillusion, alors que le premier nom de la Société des Amis de la Constitution, qui est le terme officiel des Jacobins, le premier nom des Jacobins, donc les prémices des partis politiques, c'était le Club breton. Et parce que justement, ils venaient de ces terroirs-là, les terroirs bretons, donc le Port-Rouët, la Cornouaille, le Léon, etc., le Vantais. Et ces Bretons-là vont vivre une très grande désillusion sur la non-représentation des revendications paysannes et vont déjà parler dans la presse locale des Mauges. Ça, c'est une découverte d'une référence que j'ai lue dans Histoire du conflit politique. La presse des Mauges va parler en 1791 de l'hypocrisie de la gauche. Déjà.
On parle déjà du coup de la gauche, qui a donc 2 ans dans sa conception contemporaine, et il y a déjà cette histoire d'hypocrisie parce que, en fait, on a une espèce d'oligarchie bourgeoise ou pré-bourgeoise qui organise le processus révolutionnaire et qui n'est pas à l'écoute des revendications des personnes du terroir, alors que ce sont elles et eux qui ont fait le processus révolutionnaire avec le plus de courage et de risque. Et donc cette déception, elle va laisser des traces très importantes avec une chute notamment de la participation, alors qu'en 89, les plus gros taux de participation sont dans le monde paysan. On a 2 tiers de participation deux tiers d'inscription et plus de la moitié de participation, donc c'est très élevé en monde rural. En monde urbain et bourgeois, on est sur des chiffres nettement inférieurs. On a parfois 25% d'inscription, 30% de participation. C'est toujours des chiffres que je tire de l'histoire du conflit politique. Donc en gros, un attrait pour la vie démocratique beaucoup plus faible. Et en fait, cette participation va chuter face à une non-représentation des intérêts des paysans qui, à l'époque, ne sont pas une minorité en France en plus.